ça m'a changé. Ça a changé ma perception des choses, de la vie. Visage incontournable du ballon ovale, celui de Mathieu Lartaud, commentateur sportif sur France Télévisions depuis plus de 20 ans. Mathieu vit et respire rugby depuis qu'il est né. Son rêve ? Devenir joueur professionnel. Mais le destin en a décidé autrement. Une tumeur du genou à l'âge de 17 ans qui le ronge de l'intérieur. J'avais ce sentiment d'urgence absolue de m'accomplir. Fini le rugby sur le terrain, mais pas dans le cœur ni dans la tête. Mathieu le sait, le veut, il sera la référence, présentateur vedette de Stade 2. Et puis, plus rien ne l'arrêtera, pas même l'amputation de sa jambe droite à 44 ans. J'ai à peine 2 mois et demi pour me remettre debout, réapprendre à marcher et pouvoir retrouver mon micro. La rééducation, aux côtés de ses compagnons cabossés, l'amour, la famille et la foi en la vie feront le reste. Je suis plus heureux aujourd'hui qu'avec cette jambe. Une nouvelle histoire de résilience, de dépassement de soi que nous vous proposons dans Entre vous et moi. Bonjour à tous. Avant de retrouver notre invité, juste une petite chose. Pensez à vous abonner à notre chaîne. Un clic, un like, vos commentaires, ça nous fait très plaisir et en plus ça nous permet d'interagir avec vous. Merci. Bonjour Mathieu Lartaud. Bonjour, comment allez-vous? Très très bien. Et vous? Ça va. Ouais, avec ce sourire, j'imagine. Ça va bien, Ouais. merci. Comment te dire ou vous dire? On dit tu ou vous? Bon, vous pouvez me tutoyer. Ouais. On va se tutoyer. Donc on se fait tu. Ok, Ouais. très bien. C'est beaucoup d'émotions pour moi de te recevoir parce qu'évidemment j'ai lu ton livre et je pense que tu sais ce que j'ai ressenti. Il y a un énorme écho en moi avec mon mari qui était un de tes confrères qui lui n'est plus là pour en parler. Et je pense que le fait que tu sois là, ça n'est jamais un hasard dans la vie. Et que ton témoignage est aussi, à mon avis, le témoignage pour ceux qui n'ont pas forcément réussi à s'en sortir. Et pour ceux qui aujourd'hui se battent aussi pour s'en sortir. Donc pour ça, je voulais te remercier énormément Bah, ça me touche d'avoir beaucoup. accepté. Ça me touche beaucoup parce que si j'ai fait ce livre, en effet, c'est pour toutes ces personnes-là. D'ailleurs, je dédie ce livre au tout début à ceux qui font face au cancer, à leurs aidants, et tu sais de quoi Oui. je veux parler. Donc, je crois que ça fait écho et ça résonne chez beaucoup de gens, et c'est ce que je suis en train de mesurer petit à petit depuis que le livre est sorti. Et on n'ampute pas le cœur. Je pense que c'est un titre si vrai. Tant que le cœur est là, la vie est là. C'est ça aussi. C'était ça le message. Alors je dois reconnaître en toute transparence que ce titre n'est pas de moi. Il émane d'une discussion que j'avais avec une illustre journaliste, Nathalie Anetta, avec qui on a pas mal échangé. Et parmi toutes ces choses, il y avait cette phrase que j'avais trouvée magnifique. Et quand il s'est agi de choisir le titre du livre, c'était une évidence, quoi. Et symboliquement, effectivement, l'idée que quand on est bien entouré, qu'on peut nous prendre à peu près beaucoup de choses, hein. Moi, on m'a pris une jambe, mais tant que le cœur, tant que l'amour est là, on peut s'en sortir. Et on va commencer par cette phrase. Le courage, c'est celui que votre volonté vous dicte et pas celui que le destin vous impose. Là, vous n'avez pas le choix, mais seulement la détermination, celle qui consiste à regarder de l'avant et pas de sombrer. Comme Claude, tu détestes le mot courage et merci de le dire à nouveau haut et fort. C'est vrai qu'on n'a pas de courage quand on a un cancer, on a juste l'obligation de se battre, quoi. Exactement. C'est ça. On doit faire face. Et moi, j'ai jamais aimé cette notion de courage, et ça voulait surtout dire que ceux qui ne s'en sortent pas n'ont pas fait preuve de courage, ce qui serait aberrant de pouvoir penser comme ça. Moi, je parle plutôt de combativité, de détermination, voire de résilience. Alors, si vous nous entendez jamais dire à quelqu'un qui se bat, bon courage, parce que je peux vous assurer qu'il en a du courage, et même à revendre. Voilà. Oui, et puis moi, je m'inclus c'est une sorte de mea culpa aussi, Oui. parce que c'est une phrase un peu toute faite qu'on dit de manière presque automatique, sans réfléchir véritablement au sens profond de cette formulation. Et si vous voulez entendre d'autres interviews, comme celle de Mathieu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, un like, un petit commentaire, et puis vous découvrirez comme ça des déterminations hallucinantes qui font du bien, en tous les cas. Voilà.
Mathieu Lartaud, né en 79, 45 ans? Bientôt. Ok, 44 et des brouettes. Tu as grandi Ouais. à Magnanville, dans les Yvelines, à côté de Mantes-la-Jolie, quartier populaire dont tu es fier. Tu as écrit « J'étais un tchatcheur quand j'étais jeune, un amuseur de service ». C'est ça? Oui, j'étais peut-être déjà programmé pour la suite, mais effectivement, ça faisait partie de mon caractère. J'étais un peu l'amuseur de service à l'école, en classe, dans toutes les activités sportives que je faisais. J'étais un aboyeur sur un terrain. Voilà, j'aimais bien cornaquer. Un pitbull. Ouais, ça faisait partie de mon tempérament. Je le suis toujours autant. Bon, je crois que j'ai aussi ça dans les gènes parce que ma maman a un peu ce profil aussi, ce caractère bien trempé où on note sa présence assez vite lorsqu'elle est dans une pièce ou ailleurs. Et la détermination est peut-être aussi partie de là, comme quoi. Oui, et puis j'étais surtout, moi j'étais un compétiteur, c'est-à-dire que Jamais perdre. je refusais l'idée de perdre, effectivement, je haïssais la défaite. Et donc je crois que quelque part dans les épreuves que m'a réservé la vie par la suite, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Tu évoques ta maman institutrice puis directrice d'école primaire au Val-Fouré et papa employé d'une cimenterie puis directeur. Tu parles de mérite et d'ascenseur social. Quartier populaire, tu as gardé ça dans le sang, c'est-à-dire peu importe d'où l'on vient, on a toujours un destin, on peut forger son destin. Oui, je le crois profondément parce que quand on vient effectivement de région parisienne, donc c'est la banlieue, on est tout de suite étiqueté. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Ma maman était effectivement institutrice puis directrice d'école dans une zone d'éducation prioritaire, en plein cœur de la cité. Et elle a tenu très tôt dans ma scolarité à m'emmener avec elle. Moi, j'étais scolarisé à Magnanville. Elle m'a dit, tu vas venir avec moi à Mantes parce que je veux que tu vives ça, que tu vives la mixité sociale. Et donc moi, je revendique ça parce que cette richesse que j'ai eue quand j'étais petit me sert toujours aujourd'hui. Je suis fier d'où je viens. En plus, moi, je commente un sport comme le rugby où tout le monde s'attend à ce que je sois du sud-ouest. J'ai jamais eu l'accent. Mais voilà, c'est mon histoire. Je viens de là. Ça m'a beaucoup apporté. J'ai l'impression d'être un caméléon. C'est-à-dire que j'arrive assez bien à m'adapter à toutes les situations. Et je crois que ça résulte de l'éducation que j'ai reçue. Voilà, ce sont des valeurs qui m'ont forgé un caractère et qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Le sport, le rugby, dès l'enfance, le sport de ton papa déjà. Tu dis que tu es un enfant du rugby, première inscription dans un club de rugby au moment de ton inscription en CP, quoi. L'un ne va pas sans l'autre, c'est ça, dès le départ. Et si ça n'avait tenu qu'à moi, je me serais inscrit plus tôt, mais on ne pouvait pas à l'époque. Et effectivement, j'ai eu ma première licence à 6 ans, mais le mariage avec le rugby, il est fait naturellement, puisque mon papa effectivement jouait, et moi les premiers souvenirs, et j'ouvre un petit peu le livre après le prologue sur cette histoire où je découvre le rugby dans les jupons de ma mère qui va au stade supporter son mari. Et comme bien souvent d'ailleurs dans le milieu du rugby, c'est une histoire de filiation, c'est souvent ancré comme ça dans les familles, et puis ça se perpétue de génération en génération. Donc oui, le rugby à 6 ans, c'était pour moi quelque chose de naturel. Et en général, quand on s'inscrit dans une école de rugby, on n'en repart jamais. Le rugby, on dit souvent que c'est une école de la vie. Ouais. Et c'était le cas, effectivement. Et j'ai rencontré des éducateurs, des gens extraordinaires. Les idoles qui ont justement jalonné ta vie, Yannick Noah, tennis d'ailleurs, Noah, c'est le prénom de ton garçon, j'imagine que... De mon garçon, oui. Basket, Michael Jordan, tu as fait également du foot américain. Le sport, tu dis très joliment que sans le savoir, il t'a donné la force de te battre. Est-ce qu'un corps qui connaît le dépassement de soi justement par le sport, est-ce que finalement il garde en lui la mémoire du combat pour rester en vie? Je le crois, c'est en tout cas une idée que je défends dans le livre. Je crois que c'est surtout... Alors, moi je fais l'analogie avec le rugby qui est un sport de contact, qui est un sport traumatisant, et donc dans tout ça, il y a la notion de douleur. Et je crois que le corps, le mien en tout cas, était déjà habitué à une forme de douleur, et que quand j'ai été frappé de mon premier cancer à l'âge de 16 ans, presque j'ai été conditionné à pouvoir endurer des souffrances qui vont être assez terribles. Mais je crois oui que
le corps a une mémoire et le cerveau humain a ça d'exceptionnel que parfois il nous évite de tomber dans la folie parce que quelque part il a cette faculté à nous faire accepter des douleurs qui parfois sont terribles. Exactement, tu écris « En rendant tolérable ce qu'il n'est pas, sans doute notre cerveau nous sauve-t-il de la folie. » Et on n'utilise que 20% de notre cerveau, ce qui est quand même assez dingue. Et au-delà de ça, j'ai pu le mesurer encore plus après l'amputation parce qu'il y a les fameuses douleurs fantômes dont je parle aussi. Oui, rappelons que les douleurs fantômes, c'est une fois que ta jambe a disparu, tu continues à la sentir et tu continues à avoir mal sur une partie de jambe qui n'existe plus. C'est ça, il y a comme des charges électriques ou des sortes de crampes. C'est un peu comme une personne valide qui a des fourmillements ou la sensation d'une jambe lourde. Mais c'est un phénomène complètement fou parce que dans un premier temps, on est obligé d'envoyer un signal à son propre cerveau pour essayer de le tromper. Donc moi, petit à petit, j'y suis parvenu avec des électrodes. J'ai aussi stimulé le moignon, la partie de jambe qui reste, pour faire imprimer à mon cerveau que ça s'arrêtait là, quoi, et que ça allait pas plus loin, et ça a fonctionné. Parce que Mathieu, tu as donc été amputé d'une jambe, ça ne se voit pas, tu as une prothèse actuellement, mais avant d'être amputé, il y a eu un long et douloureux chemin de maladie, de combat. On va revenir sur ce chemin-là. À 15 ans, tu es sur une pente ascendante au niveau sportif. Tu dois même intégrer un sport-études rugby, le seul d'Île-de-France, au lycée La Canale de Sceaux. Mais une blessure au genou qui t'empêche donc d'entrer dans ce cursus scolaire et surtout un coup de fil qui claque un matin à 8h du matin et qui t'annonce une tumeur au genou sur ta jambe droite. Tu comprends tout de suite que quelque chose va changer. Je comprends surtout qu'un coup de fil à 8h du matin en semaine, c'est pas banal et que c'est pas forcément annonciateur de très bonnes nouvelles. Et donc là, je vais être orienté à la Pitié-Salpêtrière. Et tout va s'accélérer à une vitesse folle parce qu'en 15 jours, là, ma vie va basculer parce que je vais avoir une jambe qui ne va pas retrouver la mobilité qui était la mienne, avec une prothèse massive de reconstruction, donc quelque chose de très lourd en titane, que je ne ferai plus évidemment de rugby et peut-être plus du tout de sport tout court. Et c'est ça que tu retiens. Moi, je retiens que ça. Et moi, à ce moment-là, je ne mesure pas la gravité. Il y a une forme on parle souvent de l'insouciance de la jeunesse. Il y a une forme d'insouciance, sans parler de déni. À cette époque-là, moi, je suis complètement immortel dans mon esprit. Mais moi, ce que j'enregistre, c'est que je vais perdre mon genou et que je ne vais plus pouvoir pratiquer le rugby. Et là, d'un seul coup, on vous met un sens interdit et on vous dit c'est terminé. Et donc, c'est un saut dans l'inconnu et il y a une forme d'injustice. À ce moment-là, c'est la colère d'un adolescent qui ne veut absolument pas, quelque part, faire face à sa nouvelle réalité. Ce qui est intéressant, là, en t'écoutant, c'est que, sans le savoir, tu t'en rendras compte bien des années plus tard, c'est aussi le rugby qui t'a permis d'y croire. C'est le rugby qui te provoque cette blessure, donc qui permet aussi de révéler le cancer. Et c'est le fait de vouloir continuer à faire du rugby qui va te forcer d'une manière ou d'une autre, différemment, mais à faire que ta vie va tourner autour du rugby et que tu vas survivre à ça. C'est dingue. Ouais, ça c'est fou. Et d'ailleurs, je dis souvent que le rugby a sans doute sauvé ma vie parce qu'effectivement, à l'origine, donc avant le diagnostic de ce cancer, c'est une blessure banale dans un match. Je me tords le genou, je pense que c'est une simple entorse. Et ensuite, pendant toute la période qui va suivre, donc je vais avoir une prothèse massive de reconstruction, je vais faire évidemment les traitements de chimiothérapie, 40 séances de radiothérapie, et je vais par-dessus tout contracter une infection nosocomiale. On parlera même à mes parents, moi on ne me le dira pas ouvertement à ce moment-là, mais on évoquera à un moment déjà l'amputation, parce que au bout de 3-4 mois d'infection, les médecins commençaient à se dire qu'il allait falloir couper la jambe. Donc ça, c'est la photographie de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et en même temps, ça a été un moment d'introspection extraordinaire pour moi parce que je me suis retrouvé dans une vie parallèle. J'avais un quotidien qui n'était évidemment pas celui de mes camarades.
Et donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait un travail énorme sur moi, ce que je voulais être. Et je pense qu'en termes de maturité, j'ai gagné 15 ans en 4 mois. Et donc, une fois que tout ça a été passé, tout était clair. Effectivement, comme tu le disais, il était hors de question que le rugby sorte de ma vie. Il fallait simplement que je trouve une autre possibilité pour en profiter, le vivre par procuration. Et le métier de journaliste sportif a été pour moi voilà, l'évidence. Si je te dis qu'on n'échappe pas à son destin, puisque tu devais vivre ça, c'est ainsi. En revanche, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on en fait ce qu'on a la force d'en faire, en tous les cas, la détermination d'en faire? Est-ce que ça, c'est vrai pour toi? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vraiment des questions que je continue d'ailleurs de me poser parce que je me dis, qui aurais-je été sans traverser tout ça? Est-ce que j'aurais été journaliste sportif à France Télévisions? Est-ce que j'aurais rencontré mon épouse que j'ai rencontrée dans mon école de journalisme? Et du coup, est-ce que j'aurais eu les enfants que j'ai aujourd'hui? Et en tout cas, ça m'a fait prendre des directions qui n'étaient pas les miennes au départ. Donc, effectivement, il y a une forme de fatalité et de destin. Et je pense qu'on se nourrit de ce type d'épreuve-là et que probablement que celui que je suis aujourd'hui est très différent de celui que j'étais au moment où tout ça m'est arrivé et que j'aborde la vie. Alors, le terme est peut-être un peu galvaudé, mais avec plus de gravité, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que pour moi, j'accorde une importance à toute chose de la vie. Et donc j'ai une forme d'exigence sur mon travail, sur celui des autres, sur celui de mes enfants, sur mon entourage. Alors que j'étais pas du tout comme ça quand j'étais adolescent. Ouais. Mais parce qu'il y a eu ce sentiment très vite chez moi d'urgence à faire, à accomplir des choses. Quand je me suis fixé le but d'être journaliste sportif, je suis allé passer les examens, les concours d'école de journalisme en béquille. J'ai intégré l'école de journalisme. 8 mois après, j'étais aux Jeux Olympiques de Sydney pour France Télévisions. Donc ça prouve que j'avais ce sentiment d'urgence absolue de m'accomplir à nouveau dans quelque chose après avoir passé 2 ans et demi de ma vie sur des lits d'hôpitaux où on côtoie la mort, où on voit des choses très très difficiles. Et ça vous marque. Et moi, j'ai fait de tout ça une force en relativisant constamment ce qui m'arrivait. Parce que je me disais, ok, c'est difficile, c'était pas ce qui était prévu au départ, mais j'avais vu tellement de choses bien plus graves. On n'ampute pas le cœur. Voilà. Que je me disais, on y va, quoi, on fonce, et il y a d'autres émotions, il y a d'autres plaisirs à aller chercher. Et en même temps, avant d'avoir été amputé, tu dis quand même que tu as eu ce moment difficile, parce que tu étais à la lisière de 2 mondes. La lisière qui sont les valides d'un côté, et puis les personnes à mobilité réduite, les PMR. Tu étais un presque handicapé, un presque valide, un no man's land où n'existe aucune main tendue. Vous souffrez en crever pendant que la tablette de potes à côté se gondole. Il y a eu ce moment justement où tu as senti que tu n'étais plus rien? Pas plus rien, mais j'ai senti que pas grand monde pouvait comprendre ce que je vivais, et y compris parfois des proches, parce que bon, la douleur c'est très personnel, donc ça, on peut partager des douleurs avec ses proches, des douleurs psychologiques, des douleurs mentales, mais se mettre à la place, et c'est là où le rôle d'aidant est très dur, se mettre à la place de quelqu'un qui souffre dans sa chair, c'est parfois difficile à comprendre et à en mesurer l'impact que ça a sur le quotidien. Et en fait, c'est malheureusement le lot de toute personne victime d'un handicap invisible. C'est-à-dire que moi, j'avais une jambe raide, une jambe quasi morte, je la pliais à 20-25 degrés, donc j'avais le strict minimum pour monter des marches ou conduire. Ça m'handicapait énormément au quotidien, mais quand on me voyait debout, on ne pouvait pas le soupçonner. Les gens qui me regardaient à la télévision ne comprenaient pas le décalage qu'il y avait avec la personne qu'ils voyaient dans la télé et celui qu'ils voyaient arriver au stade, puisque je boitais. Et donc, je raconte ces scènes qui étaient
multiplié par 50, 100, tous les week-ends, à chaque fois que j'allais commenter un match de rugby, on me disait bah alors tu t'es fait les croisés, alors que Les ligaments. personne connaissait évidemment mon historique. Je blaguais, j'évacuais un petit peu tout ça, mais c'était très pesant, c'était très lourd. Et puis les scènes du quotidien. Quand je prenais le métro et que, par définition, avec une jambrette, bah, vous ne pouvez pas la plier, donc votre jambe, elle encombre le passage. Les gens vous jettent des regards en se disant mais pour qui il se prend à mettre ses jambes au milieu du passage, mais sauf que vous ne pouvez pas faire autrement et que vous ne pouvez pas, là aussi, vous arrêter et dire bah, voilà ce qui m'est arrivé. Donc tout ça, c'est très difficile, mais c'est le lot, malheureusement, de beaucoup, beaucoup de personnes en France. Il y a 12 millions de personnes qui sont aujourd'hui victimes d'un handicap visible ou invisible en France, ce qui est colossal. Et on pourrait même élargir le chiffre à 20 millions, parce qu'une personne à mobilité réduite, c'est pas forcément quelqu'un qui toute sa vie va être dans un fauteuil roulant, ou comme moi avec une prothèse parce qu'il a été amputé. Demain, vous vous fracturez une jambe, vous allez vivre le quotidien d'une personne handicapée à l'échelle de votre blessure, c'est-à-dire peut-être 3 semaines, 1 mois et demi, et vous allez vous rendre compte des difficultés que ça peut engendrer. Après, il y a le regard des autres, l'acceptation. Alors moi, j'ai une formule là-dessus. Moi, plutôt que le regard des autres, j'accorde du crédit au regard des nôtres, des miens. Donc je me suis affranchi très rapidement du regard des autres. Et pourtant, tu aurais pu faire le choix de sombrer, de te victimiser, d'en faire ton quotidien et de t'arrêter là. Non. L'isolement, la souffrance, la différence. J'ai le sentiment que tu en as fait une force et un cadeau de la vie, justement pour avancer plus vite que les autres. Et avancer, en claudiquant, c'est justement ça. Je suis un meuble Ikea en apparence solide, mais dont une vis manquante menace à tout moment la stabilité. Je crois que ça parle à tout le monde. C'est génial. En même temps, on a tous des meubles Ikea Ben voilà. et c'est costaud. Et on a toujours tous galéré à un moment et il restait une vis et on se disait mais Voilà. où on doit la mettre. Tu as évoqué Magali, évidemment rencontrée donc sur les bancs de l'école de journalisme. Et Magali, elle a tout de suite vu qu'en fait, tu n'étais plus ce jeune homme comme les autres, trublion, insouciant, déglingo, je reprends tes termes. Non, elle s'est rendue compte que peut-être c'était l'homme de sa vie parce qu'il avait déjà bien grandi, il avait bien compris ce que c'était la vie. Quand elle voit que son homme est différent, quand elle voit que physiquement, il est affaibli, et après avec une jambe qui manque, l'amour prend une autre dimension, j'imagine. Oui, alors bon, elle m'a connu que comme ça. Elle n'a pas connu l'autre moi, donc elle a connu la jambe. Elle a connu la jambe raide, mais elle ne m'a pas connu en tant que valide, entre guillemets. Et donc quand elle m'a pris avec le package. Alors je crois vraiment que à l'âge où on s'est rencontrés sur les bancs de l'école et on avait 19 ans tous les deux, je crois que, alors c'était une autre époque aussi, mais peut-être que j'apportais un gage de solidité, de fiabilité. J'entreprenais beaucoup de choses. Je suis arrivé en stage à France Télévisions sur mon premier stage d'école. J'en suis jamais reparti et elle a tout de suite perçu cette détermination en moi. Cette force. Et d'ailleurs, il y a eu aussi un petit décalage, comme avec mes parents pendant 2-3 ans, parce qu'elle a poursuivi ses études après l'école qu'on a faite ensemble. Et moi, j'étais déjà dans la vie active à France Télévisions. Et je parlais de sentiment d'urgence tout à l'heure, j'avais aussi tout de suite l'envie de fonder une famille. On a eu notre aîné très tôt, on avait tous les deux 24-25 ans. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut-être l'a séduite plus que... D'ailleurs, mon apparence physique, au tout début, je raconte la scène où moi je la repère dans l'amphithéâtre et puis après on est en cours d'anglais ensemble et on va partager une année scolaire de manière épisodique parce qu'on n'était pas tout le temps dans les mêmes cours, mais elle va m'avouer quelques mois plus tard qu'au départ, elle n'a pas vu ce handicap invisible. Elle se disait, oh, ouais, il se donne une manière de marcher. C'était ton charme à toi. Ouais, c'est un style, etc. Bon, le fait est qu'elle a découvert ça la première fois dans le cadre de l'intimité et que je crois que voilà, c'était la différence, oui, mais ça ne l'a pas perturbée et elle voyait autre chose, je pense, en Les moi. ressources que tu avais mises en place. Sans doute, et peut-être
forme d'équilibre que je pouvais lui apporter parce qu'elle, elle a pour le coup un tempérament qui est diamétralement opposé au mien. Elle a cette insouciance qui la caractérise. Rien n'est jamais grave dans la vie. Elle est très joyeuse. Elle est lumineuse. Voilà, elle est très différente. Et je pense qu'elle avait besoin d'un catalyseur dans tout ça. Et moi, j'avais sans doute ce rôle-là au tout début. Et si tu n'avais pas été celui-ci, peut-être justement qu'elle ne se serait pas arrêtée sur toi, en fait. Peut-être. En tout cas, moi, je me suis dit, parce que ça faisait partie effectivement de mes craintes, parce que c'était, voilà, c'était à 19 ans, quand on est dans la séduction et qu'on a cet handicap, on se pose des questions sur le fait est-ce qu'on va plaire, et même si on plaît de prime abord, est-ce que sur la durée, ça va le faire, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Et en fait, ces questions-là, elles sont vite balayées. Pas de superflu. Hein. Non. Ouais. Merci, la jambe. Ouais, peut-être, ouais. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Qui aurais-je été? Est-ce que je l'aurais rencontré? Exactement. Est-ce qu'on aurait eu cette histoire d'amour? Voilà, ça fait effectivement partie de mon histoire, c'est mon cheminement, c'est sans doute mon destin. Et je l'ai toujours pris comme ça. Et ensuite, à 21 ans, un rêve éveillé et la carrière qu'on connaît. En 2004, chroniqueur de rugby en plateau dans Stade 2. En 2009, à 29 ans, commentateur titulaire des matchs du 15 de France. 22 ans commentaire et en 2017, nommé au fauteuil de présentateur de Stade 2. Pour moi, c'était très symbolique parce que Stade 2, c'est évidemment l'émission qui a bercé ma jeunesse. Et l'incarner aujourd'hui, on va fêter les 50 ans l'année prochaine de l'émission, c'est quand même rarissime aujourd'hui dans le PAF, comme on dit. Donc ça comptait beaucoup. Tu devais être là, à cette place-là. Ouais, je crois vraiment qu'en fait, le sens de tout ça, c'est que quand on le veut, quand on se donne les moyens de réussir, quand on a un rêve, on peut atteindre ce rêve-là à force de travail. Et moi, quand je suis arrivé à France Télévisions, et même quand je suis arrivé à l'école de journalisme, je n'avais qu'une seule ambition, c'était d'arriver dans ce service des sports-là. C'était pas ailleurs. Moi, je voulais être à France Télévisions, je voulais couvrir les grands événements de sport, évidemment le rugby et le tournoi Destination, l'équipe de France, évidemment. Mais pour moi, France Télévisions, c'était la chaîne de l'Olympisme, c'était la chaîne de Stade 2, l'émission de mon enfance. Et donc, c'est un accomplissement. Et à ce moment-là, je regarde un peu dans le rétro et je me dis, bon, bah voilà, il y a 18 ans de ça, tu étais sur un lit d'hôpital, tous tes rêves avaient volé en éclats, tu ne savais pas où tu allais, et voilà où tu en es aujourd'hui. Et j'ai toujours ça en tête. J'ai conscience d'être chanceux, d'être privilégié de faire ce métier-là, d'avoir toutes les responsabilités d'antenne qui sont les miennes aujourd'hui. Et je m'efforce au quotidien de garder ça en tête. Et quand il a fallu faire l'annonce à mes collègues de France Télévisions que le cancer était revenu, dans le mail que j'ai adressé à mes collaborateurs, je leur ai dit ça. Je leur ai dit ne perdez pas de vue la chance, le privilège qu'on a. Parce que parfois, quand on fait ce métier, et tu sais de quoi je parle, on est dans une forme de routine, on a la chance de voyager, de rencontrer des gens, c'est un métier extraordinaire. Commenter des matchs, être des passeurs d'émotions pour les gens qui nous regardent à la télévision, c'est un privilège immense, mais parfois, quand on est installé, qu'on est dans cette vie-là depuis un certain temps, on a tendance à perdre ça de vue. Et quand vous avez des accidents de la vie, et au moment de ma récidive, je leur ai dit, ne perdez pas ça de vue parce que c'est hyper précieux. Moi, je savais que je m'éloignais de tout ça, je ne savais pas si j'allais revenir, je ne savais pas dans combien de temps j'allais revenir si je revenais. Et donc, c'était vraiment le message que je voulais leur envoyer. Ce ballon ovale, qui est donc d'une manière ou d'une autre présent dans ta vie et que tu as pris sous le bras, tu dis, j'ai l'impression qu'il me fallait ressentir à nouveau le frisson du sport pour en faire réellement le deuil, peut-être renaître. C'est une renaissance, c'est la poursuite d'un chemin. La notion de renaissance, elle est assez juste dans le sens où c'est un retour à mes premières amours sous une autre forme. En tout cas, quand j'embrasse la carrière de journaliste sportif, il y a ce côté de je vais retrouver cette passion qui m'animait, je vais la vivre différemment, par procuration, je vais transmettre, en tout cas je vais essayer de transmettre
des émotions et mon amour pour ce jeu-là aux téléspectateurs. Il y a une personne qui t'avait prédit que tu ferais le deuil de ta jambe. C'est un certain Knafou, c'est ça? Ouais. Patrick Knaf, qui a disparu aujourd'hui hein, en 2006 à 47 ans, qui lui avait été amputé. Ouais, et à quand tu l'as 14 ans. vu, c'était peut-être celui que tu allais devenir, que tu voyais. Non? Bah, à ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais Patrick, il m'a vu arriver, j'étais un gamin, je suis arrivé à France Télévisions, j'avais pas encore 20 ans. Lui, il faisait partie des vieux briscards de la rédaction, et Patrick, il avait été amputé à la suite d'un accident à l'âge de 14 ans. Et c'était quelqu'un qui était un casse-cou, il sautait en parachute. Il a toujours aujourd'hui le record du monde de vitesse en ski sur une jambe, 188 km/h. Donc il faisait des choses hallucinantes et il me voyait au quotidien être plus handicapé que lui. Parce que moi, je ne pouvais pas faire le tiers de ce qu'il faisait. À cause de cette À putain de jambe. cause de cette putain de jambe. Et il me disait tous les jours, mais fais-toi couper cette putain de jambe. Comme ça, tu viendras sauter en parachute avec moi, je t'emmènerai faire du ski, tu verras, tu pourras faire des choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Et à cette époque-là, inconsciemment, je recevais ce message. Et quand effectivement il y a eu la récidive, tout de suite, je pensais à ces discussions que j'avais avec lui. Et je me disais, mais en fait, c'est peut-être le moment. C'est maintenant qu'il va falloir prendre cette décision. Alors, à l'âge où il m'adressait cette remarque à 20-21 ans, j'aurais sans doute pas eu le cran de me faire amputer. Bien des années plus tard, à 44 ans, j'étais prêt. Et je le dois à Patrick, qui m'a été très très utile. Ouais. Les rencontres de la vie. C'est ça. Mais là aussi, on peut parler de destin. Y a-t-il un hasard? Voilà. Ouais. Peut-être qu'il a été envoyé aussi. Peut-être. Pour te prévenir. Peut-être. Ouais. Moi, j'y crois. Mais j'y crois de plus en plus, moi aussi. L'amputation. Tu perds finalement ta jambe droite gangrénée par un cancer à 44 ans. C'est-à-dire que c'est hier. Ouais. Dire au revoir à cette jambe, c'est une fin de cycle. Un peu comme une relation amoureuse devenue mortellement toxique, mais qui au fond n'a jamais été vraiment heureuse. Ouais. T'es heureux là? Je suis plus heureux aujourd'hui qu'avec cette jambe. Ce qui m'a le plus pesé dans tout ça, c'est la frustration de ne pas pouvoir faire des choses avec mes enfants. Et ça, je l'ai très vite compris. Et en fait, ma crainte quand j'ai rencontré mon épouse, c'est que je savais pertinemment que j'allais être un papa différent des autres parce que je ne pourrais pas offrir à mes enfants ce qu'un papa offre normalement et ce que j'aurais par-dessus tout aimé leur offrir. Aller courir dans un parc avec un ballon avec mon fils, j'ai jamais pu le faire. Faire une balade en vélo avec mes enfants. Jouer au rugby. J'en étais incapable. Jouer au rugby, c'était pas possible. Et ça a été une frustration immense pendant toute ma vie, ce qui m'a parfois même joué des tours parce que dans ces moments de frustration, j'avais tendance un peu à m'isoler, à me refermer sur moi-même et donc je montrais aux gens qui m'entouraient une forme de solitude, d'agacement et de... Pas de détresse, mais voilà, j'étais dans mon monde où je me punissais doublement de ne pas pouvoir vivre des choses aussi simples que ça avec ses enfants. Et depuis que j'ai été amputé, là je rentre il y a un mois, j'étais dans le désert au Maroc, on a fait du buggy avec mes enfants, on a fait des activités que je n'aurais jamais pu faire avant. Donc il y a là pour le coup une libération. Beaucoup de gens m'ont posé des questions sur ce moment-là en me disant mais je ne comprends pas quand vous dites que c'est une libération et comment vous avez pu aborder ça de cette manière-là parce qu'en fait ils ne se rendent pas compte de ce que ça a impliqué pendant 25 ans, des douleurs qui étaient les miennes, du sentiment pour le coup que s'il n'y avait pas cette amputation, j'allais mourir parce que j'avais une boule de pétanque qui grossissait et qui menaçait les autres parties de mon corps. Donc couper cette jambe, c'était aussi se débarrasser de cette tumeur. À ce moment-là, c'est me débarrasser du mal, quoi, quelque part. Évidemment, ouais.
Ta jambe gauche, tu l'aimes. Un ange gardien sur lequel tu peux compter, Ouais. évidemment. Elle me fait souffrir un peu là en ce moment. Ouais. Mais tu la touches. Ouais, alors bon, elle est là depuis 26 ans maintenant pour garantir tout ce que l'autre ne peut plus faire. Donc c'est sûr que je la chéris au quotidien. Et tu chéris ton corps aussi, prendre soin de son corps. Se dire Il faut, que ouais. Alors bon, moi j'ai un problème, c'est que je suis un bon vivant. Donc il y a aussi la bonne bouffe, la bonne bouffe et donc de temps en bonnes temps je fais bouteilles. quelques excès. Donc il faut derrière Ouais. faire des efforts pour se remettre à niveau parce que marcher avec, il me reste 14 cm de jambe côté droit, Ouais. ça implique des efforts très très importants. Mais jusqu'à présent, elle a toujours tenu bon, j'ai jamais rien eu, rien de cassé, rien de foulé. Donc voilà. Et à nouveau, un cadeau de la vie avec cette merveilleuse communauté de destin, la Dream Team dont tu parles. Des cabossés de la vie comme toi, que tu rencontres donc dans ce centre de rééducation et qui deviennent cette humanité finalement, cette nouvelle humanité qui va aujourd'hui mener ta vie aussi. En fait. Ouais, et plus que ça même, c'est la seule humanité qui mérite Oh là là. d'exister. Ouais. Et en fait, Celle qui triche pas. Celle qui triche pas et celle qui réconcilie quelque part avec la vie et ce qu'il y a de fabuleux dans la vie, c'est-à-dire le partage, la communion, la solidarité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de jalousie. Mais il n'y a pas d'envie. Rien de tout ça. Et alors, il ne faut pas être complètement naïf, et il faut être sincère. Moi, l'exercice du livre, c'était aussi un exercice de vérité. Moi, quand je suis arrivé dans ce centre de rééducation, c'était pas évident pour moi que j'allais m'intégrer à cette communauté de destin. Parce que je ne me sentais pas appartenir à cette catégorie de personnes. Même si j'étais diminué physiquement, je ne me considérais pas comme une personne handicapée, parce que pour moi, la personne handicapée, elle était dépendante, tributaire des autres. Donc quand j'arrive dans cet endroit-là, il y avait des gens en fauteuil roulant, amputés, membres supérieurs, inférieurs. Il y avait des gens victimes d'AVC sévères, donc paralysés d'une grande partie du corps. Il y avait une personne atteinte de nanisme, qui est un peu la mascotte, Pierre-Louis, qui est un peu la mascotte. Au départ, quand je regarde cette scène, c'est un peu la cour des miracles. Wow. Et je me dis, il faut que je me projette et il faut que j'accepte que je ferai partie de ces gens-là. Et dès que je vais le lundi aller sur le plateau technique, rencontrer la kiné et me fondre dans cette communauté de destin, bah là, ça va être un déclic extraordinaire. Je vais rencontrer des gens. Je parle beaucoup d'Adama dans le livre parce qu'Adama était un personnage déterminant pour moi parce qu'il m'a servi d'exemple, parce qu'il m'a tiré vers le haut, parce qu'il m'a remonté le moral au début. Donc voilà, moi je suis extrêmement reconnaissant d'avoir croisé le chemin de ces gens. Et je suis très content qu'ils fassent partie de ma vie pour toujours parce qu'on a vécu des choses tellement puissantes que je ne pourrais pas faire ma vie sans avoir au moins de leurs nouvelles. C'est l'humanité telle qu'elle devrait être aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et on avait au départ strictement rien à voir. On n'était pas de la même classe sociale, on n'avait pas les mêmes religions, on n'avait pas la même couleur de peau. Et pourtant, tout ça n'existait pas et n'existe pas dans ces endroits. Et franchement, ça paraît comme ça, peut-être un peu cliché, mais pas du tout en fait. Et il faudrait envoyer des gens dans ces centres de rééducation, voir. Comme si les épreuves de la vie étaient là finalement pour revenir un peu nous remettre dans l'essentiel, Ouais. te dire ne perds pas ton temps avec ce qui n'en vaut pas. Sans doute, mais à ce point-là, honnêtement, c'était. Enfin, moi, je sais que voilà, ça m'a changé. Ça a changé ma perception des choses, de la vie. Je pense que ton histoire est d'utilité publique. Et je pense que c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de parler de ces choses-là, tout simplement. On a trop longtemps on a souvent qualifié les décès de personnalités publiques, de longues maladies, parce qu'on ne voulait pas mettre le mot cancer qui était un peu tabou. Ouais. Et la parole s'est libérée
bien avant moi, hein, et ça continue. Et je pense que c'est tant mieux parce que ça peut aider les gens. Donc je crois que c'est vertueux. C'est-à-dire qu'il faut assumer d'être quelque part un porte-parole sur une maladie ou un handicap pour donner de l'espoir aux gens. Et en même temps, les gens vous renvoient tout ça avec de l'amour, avec du soutien, et ça vous nourrit au quotidien. Et donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et verbaliser, c'est déjà un premier pas vers la guérison, et c'est aussi un lien qui permet aussi de se sentir moins seul. Rapidement, un mot par réponse. Oula, Mot préféré, l'amour. celui que tu détestes. Régime. C'est vrai. Surtout avant l'été. Ton gros mot préféré. Putain. Je suis pas grossier. C'est bien, putain. C'est pas mal. La musique que tu aimes. Ah, du style, je peux écouter de la musique classique, du hip-hop, du jazz, du Souchon. Non, mais vraiment, j'ai tout dans ma playlist. Et en fait, en fonction de l'humeur, je choisis un style. Là, maintenant. Alors là, en ce moment, j'écoute beaucoup Usher. Je ne sais pas pourquoi, mais... Escher. Usher. Ah, Usher, pardon. Celui qui Stéphane a... Escher. Et là, il se moque. Celui qui était à mi-temps du Super Bowl Ah oui, ok, cette évidemment. année. Usher. Mais voilà, après, j'ai des périodes où j'écoute que de la chanson française. Enfin, j'écoute vraiment, vraiment de tout. Et la musique, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. Moi, quand je réécoute des morceaux aujourd'hui, il y a des choses qui me renvoient à des moments de ma reconstruction physique. Laquelle, par exemple? Au centre de rééducation. Je partais de ma chambre et je me mettais du Cabrel. Donc la musique, c'est hyper important. Oh oui. Et juste en un seul mot, même si le mot ne suffira pas, pour celui, celle, ceux qui t'écoutent et qui vivent ce que tu as vécu, un cancer, une annonce, tu leur dis quoi? Je leur dirais, ayez confiance et reposez-vous sur ceux qui vous aiment. Parce que la vie est là. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.